Ne face o deosebită onoare să salutăm prezența la manifestarea noastră și participarea cu o comunicare a domnului profesor Didier Mos, președintele emerit al Asociației Internaționale de Drept Constituțional. Având în vedere tema și importanța privirii comparative, domnia sa se va referi la revizuirea constituțională în țările Uniunii Europene. Je vous en prie, monsieur le professeur. Domnul profesor va vorbi, din păcate, în franceză. Am transmis rezumatul intervenției domniei sale în limba română fiecărui participant. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, et puisque je suis en Roumanie, vous me permettrez d'ajouter mes chers amis, car je viens dans votre pays depuis juin 1990. J'y suis venu plus d'une vingtaine de fois et c'est à chaque fois un plaisir renouvelé pour moi que de me retrouver ici, à Bucarest ou ailleurs, et de pouvoir échanger avec vous des propos, en général sur la matière constitutionnelle, mais quelquefois sur d'autres sujets. Alors, je mesure en cet instant l'honneur que vous me faites, Monsieur le Directeur, en me demandant de dire quelques phrases à l'ouverture de cette journée consacrée à la révision constitutionnelle. Je mesure également le privilège de le faire dans cette salle illustre de l'Académie roumaine, un des hauts lieux de l'amitié franco-roumaine, de l'amitié juridique franco-roumaine, thème que nous avons si souvent développé ici et ailleurs. Et nous avons l'habitude, mais c'est presque un lieu commun, de rappeler la décision de la Cour de cassation roumaine de 1912 sur les tramways de Bucarest, qui pour les constitutionnalistes d'Europe est un des grands moments de l'histoire constitutionnelle, mais nous ne sommes pas là pour cela aujourd'hui. Malgré mon amitié et la fréquence de mes voyages ici, vous m'excuserez de ne pas pouvoir m'exprimer dans votre langue. Il y a tellement de francophones que je n'ai jamais éprouvé le besoin d'aller beaucoup plus loin. Et donc, je prie ceux qui ont des difficultés à comprendre de m'excuser. Votre rencontre d'aujourd'hui est destinée à ouvrir un grand débat constitutionnel dans ce pays, débat constitutionnel qui, par la force des choses, devient un débat politique. Il n'existe nulle part, dans aucun pays du monde, un débat constitutionnel à l'état pur, qui serait déconnecté, étranger de toute connotation politique. Il est normal que nous tentions d'avoir un débat scientifique, que nous réfléchissions sur les problèmes constitutionnels que nous rencontrons dans un certain nombre de pays, mais il ne faut pas croire que la Constitution est de l'art pour l'art. Il y a de véritables enjeux politiques, il y a aussi évidemment les enjeux techniques. Mais il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, la décision qui sera prise, qu'elle soit prise par le Parlement, qu'elle soit prise par le peuple, est une décision par nature politique. Il ne peut pas d'ailleurs en être autrement, car la Constitution, celle d'origine, celle que vous modifierez, c'est véritablement le pacte social de la Roumanie. C'est le texte sur lequel vous essayez d'être tous d'accord.
mais il y a un moment où l'accord ne peut pas être général, même s'il faut souhaiter qu'il le soit au maximum. Alors simplement, en quelques mots et pour introduire votre journée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne? Comment est-ce que nous pouvons analyser le problème de la révision dans les pays de l'Union européenne? Alors d'abord, 2 ou 3 remarques purement factuelles. Les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 pays, vous, nous et 25 autres, changent beaucoup leur constitution, révisent beaucoup leur constitution. Il n'y a pas de tabou à l'égard de la révision constitutionnelle. Pour ne prendre que l'exemple de la France et de l'Allemagne, la France a révisé 24 fois sa constitution depuis 1958. Il ne reste qu'un article sur 3 qui n'a jamais été modifié. Ce n'est pas beaucoup. Et l'Allemagne a révisé 53 fois sa constitution depuis 1949, ce qui montre un rythme fréquent. De même, si vous regardez chez nos amis belges, ils ont modifié 22 fois leur constitution depuis l'an 2000. Alors cela répond à des considérations très propres à la Belgique, très politiques d'ailleurs pour certaines d'entre elles, mais cela montre aussi que la Constitution peut être révisée. Et je pourrais ajouter beaucoup d'autres pays, l'Italie en 2002 et en 2003, et même le pays que nous considérons comme le plus stable en Europe, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, qui a, malgré l'absence d'une constitution écrite, adopté un certain nombre de réformes constitutionnelles. Je n'en évoque que 2 simplement pour souligner le problème. Le Human Rights Act en 1998, pour tenir compte de la Convention européenne des droits de l'homme, et le Constitutional Reform Act en 2005, pour établir notamment une Cour suprême, et le programme de révision constitutionnelle britannique est loin d'être terminé. Alors il y a même des cas dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Europe du XXIe siècle, où nous avons constaté des refontes complètes des constitutions. La Suisse et la Finlande ont refait récemment complètement leur constitution, sans honnêtement y changer grand-chose, du point de vue de l'architecture. Mais dans le détail, il y a pu y avoir des modifications. Alors, à travers ce panorama de courtes constatations, d'abord une interrogation qui vous intéresse, je crois, sur les justifications de la révision. Pourquoi est-ce que dans un pays, à un moment donné, on se pose la question, en Europe mais aussi ailleurs, de la révision de la Constitution? Et puis, du coup, ensuite, deuxième question, comment est-ce qu'on essaye de faire la révision et quelles sont les contraintes qui pèsent sur elle? Mais, première interrogation, j'allais dire, pourquoi réviser la Constitution? Alors j'en ai longuement parlé hier au Collège juridique franco-roumain, donc je ne fais que résumer ce que j'ai pu dire, mais il y a en réalité, quand nous regardons notre Europe commune, il y a 2 raisons. Il y a des raisons internes et il y a des raisons internationales. Raisons internes, vous les connaissez, elles sont évidentes en Roumanie, comme elles étaient évidentes dans la France de 2007-2008, comme elles ont été évidentes dans l'Allemagne de la réunification en 1990, comme elles sont évidentes dans l'Italie de 2002 ou 2003. C'est l'idée qu'à un moment donné, les règles du fonctionnement politique ne sont plus assez bien adaptées à la situation. Alors, il y a des quantités d'exemples possibles. Bon, je crois que vous connaissez mieux que moi, dans ce pays, le problème du rôle du président de la Roumanie, le rôle du gouvernement, le fonctionnement du Parlement, le problème des structures territoriales. Mais il ne faudrait pas croire que les questions que vous évoquez, et qui sont quelquefois pour les amis de la Roumanie des sujets d'étonnement, sont des questions propres à la Roumanie. Nous avons les mêmes questions dans beaucoup d'autres pays européens. Si nous avons longuement révisé la Constitution française
en 2008 à l'initiative du président Sarkozy, eh bien, c'est pour modifier des règles relatives au président de la République, des règles relatives au fonctionnement interne du Parlement, des règles relatives au rôle de la Cour constitutionnelle. Mais nous avions dans le passé, en 2003, modifié des règles relatives aux structures territoriales pour essayer que la France soit un peu moins centralisée qu'elle ne l'était auparavant. Je ne garantis pas à chaque fois le bon résultat, car il y a une incertitude permanente pour la réalité de la révision constitutionnelle. Mais je vous donne un exemple que nous avons eu en France, il ne faut surtout pas le transposer en Roumanie. Nous nous sommes interrogés plusieurs fois en France sur les relations entre le président de la République française et le Premier ministre, en particulier dans les périodes dites de cohabitation, c'est-à-dire quand il n'y a pas la même majorité pour le président et pour le gouvernement et le Parlement. Et nous avons réfléchi plusieurs fois, peut-on définir mieux les relations constitutionnelles entre le gouvernement et le président de la République? On a réfléchi il y a 20 ans, on a réfléchi il y a 5 ans, on a réfléchi il y a 15 ans, et à chaque fois, notre réponse est non. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce qu'il y a un modus vivendi à trouver dans un certain nombre d'hypothèses, qu'il y ait un accord politique ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Et donc, il faut peut-être se méfier quelquefois de la volonté de tout mettre dans les textes. Il y a le rapport de force politique, il y a la nature humaine, il y a la bonne volonté. Nous avons dans la jurisprudence constitutionnelle européenne la notion de coopération loyale, aussi bien entre le niveau local et le niveau central qu'entre tous les organes d'un État. Eh bien, je crois que ce concept de coopération loyale que nous appliquons en France est une bonne réponse dans un certain nombre d'hypothèses aux difficultés de la révision constitutionnelle. Mais à ces causes internes qui sont classiques, et si j'ai bien compris, qui sont aussi dans le débat roumain d'aujourd'hui, il y a des causes européennes et internationales. C'est un phénomène intéressant. Nous sommes dans une salle dont l'origine remonte à 1866. Bon, très honnêtement, en 1866, nos prédécesseurs auraient pu vous parler de constitution, pas exactement de la même manière, mais ils auraient pu. Mais ils ne vous auraient pas parlé des problèmes internationaux et des liens entre la Constitution et l'extérieur. Or, aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Plus aucune de nos constitutions européennes ne peut oublier qu'elle fait partie d'un ensemble européen. C'est vrai pour l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Alors là aussi, nous pourrions le dire longuement, mais pour prendre le cas français, nous avons, à partir de 1992, révisé plusieurs fois notre Constitution, simplement à cause des traités européens. Parce que lorsque le traité de Maastricht de 1992 dit qu'il va y avoir une monnaie commune, une citoyenneté commune, un droit de vote commun sous certaines conditions, eh bien, il y a un télescopage entre la Constitution nationale et l'Europe. Et de fil en aiguille, nous avons révisé notre Constitution, comme l'ont fait d'ailleurs les Allemands ou les Espagnols ou les Portugais, à chaque fois qu'il y a un grand traité européen. Alors c'est la question qui est derrière, de savoir s'il faut mettre ce que nous appelons la clause Europe définitive. Mais vous l'avez dans l'article 148 de la Constitution roumaine, nous l'avons dans l'article 88-1 de la Constitution française, nous l'avons dans l'article E de la Constitution hongroise, et ainsi de suite. Mais ces clauses ne peuvent être plus ou moins larges, mais à chaque fois, il faut se poser la question. Et il n'y a pas que l'Union européenne. Il peut y avoir des conséquences constitutionnelles de la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Il peut y avoir des conséquences constitutionnelles des grands traités internationaux.
La France a été obligée de réviser sa constitution à cause du statut de la Cour pénale internationale de Rome de 1998, qui n'a honnêtement rien à voir avec l'Union européenne. Mais là, nous avions eu une impossibilité constitutionnelle. Et comme nous avons, en France comme en Roumanie, la possibilité pour la Cour constitutionnelle de dire qu'à un moment donné, un traité ne pourra entrer en vigueur qu'après une révision de la Constitution, ce type de révision, moins politique en général, mais ça dépend quand même des fois, est devenu quelque chose de fréquent. Alors, voilà quelques-unes des réflexions sur pourquoi réviser la Constitution. À vous de voir comment vous l'adaptez à la situation roumaine d'aujourd'hui, après avoir tenté de faire le bilan. Mais quand nous regardons ce qui se passe en Europe, il y a la deuxième observation, c'est-à-dire les techniques de révision. Comment est-ce que l'on organise les procédures de révision? Alors, il y a les procédures et il y a les limites. Est-ce que l'on peut tout faire? Pour les procédures, je dirais qu'il y a un double constat. D'abord, dans aucun des pays de l'Europe, la révision de la Constitution n'est identique à un processus législatif ordinaire. Jamais. Il y a toujours une véritable spécificité de la loi constitutionnelle de révision. Pourquoi? Mais parce que c'est la deuxième réalité. Nous recherchons toujours, dans tous les pays européens, un consensus le plus large possible sur la révision constitutionnelle, partant de cette idée que cela dépasse la vie politique quotidienne. Alors ce consensus, on essaye de l'obtenir par un vote à la majorité renforcée, 2/3, 3/5, ça dépend des cas, par une procédure en plusieurs étapes, par l'organisation d'un référendum. Bon, toutes les techniques sont possibles. Je crois qu'il n'y a pas deux pays européens qui utilisent la même procédure pour réviser la Constitution. Alors, vous connaissez mieux que moi les articles 150 et 151 de votre Constitution, mais c'est un bon exemple d'une procédure qui cherche à aller un peu plus loin, alors que ça soit par un vote qualifié dans vos deux assemblées, que ça soit la réunion des deux assemblées ensemble, avec la ratification par le référendum. En tout cas, c'est une procédure lourde et destinée à être un engagement, à souligner un engagement. En France, nous avons une procédure qui, pour l'essentiel, est centrée sur le Parlement, mais qui peut avoir, dans certains cas, un débouché au référendum. En Allemagne, pays qui a horreur du référendum pour des raisons historiques, il faut que les deux assemblées, le Bundestag et le Bundesrat, votent la révision constitutionnelle à la majorité des 2/3 des membres de chaque assemblée, ce qui n'est pas gagné d'avance, notamment lorsque le Bundesrat, qui représente les Länder, n'est pas exactement dans la même majorité politique que le Bundestag. En Belgique, je prends ce dernier exemple, nous avons une procédure normale de révision, un peu lourde. Il faut qu'il y ait une déclaration de révision votée par le Parlement, avec ensuite une dissolution du Parlement, puis une nouvelle élection et une nouvelle délibération sur la révision elle-même, avec un quorum relatif aux membres présents dans les assemblées. Bref, on peut multiplier les exemples, mais je crois que ce qui est important, et c'est de ce point de vue la Constitution roumaine est parfaitement dans le cadre européen, c'est de bien souligner cette idée que la procédure de révision n'est jamais facile et qu'elle cherche à impliquer l'adhésion, l'accord, le soutien d'une majorité plus large qu'une majorité ordinaire. Mais est-ce que dans ces procédures, ou à travers ces procédures, on peut faire n'importe quoi? Alors, nous avons dans la littérature constitutionnelle des questions extraordinairement compliquées sur les limites au pouvoir de révision. Ceux qui parmi vous sont des professeurs de droit connaissent le débat sur est-ce que l'on peut tout changer à travers une révision constitutionnelle. Le débat est très théorique, mais intéressant. Mais du point de vue pratique, on s'aperçoit que dans nos pays européens, ce qui est
notre référence aux uns et aux autres, il y a deux types de limitations. Il y a des limitations en période de crise. Bon, il est impossible théoriquement, je dis théoriquement car quelquefois il y a des exceptions à la théorie, mais il est théoriquement impossible de réviser une constitution lorsqu'il y a un état de guerre, des pouvoirs exceptionnels, ou que l'on est dans une période électorale. Par exemple, le décès ou la démission d'un président de la République interrompt une procédure de révision pour ne pas mélanger en réalité les exercices. Alors vous avez des dispositions de ce type dans la Constitution française, dans la Constitution roumaine, dans la Constitution belge et quasiment dans toutes les constitutions. Mais il y a aussi cette idée, qui est une deuxième limite, que l'on ne peut pas porter atteinte à travers la révision à ce qui constitue l'identité nationale la plus forte et la démocratie. Identité nationale qui est maintenant à des vocabulaires, des expressions du droit européen à travers le traité de Lisbonne, mais que nous avons dans beaucoup de nos constitutions. Alors, la constitution roumaine, dans l'article 152, interdit de porter atteinte à certains éléments de la démocratie et des droits fondamentaux. La constitution allemande le dit à l'article 79, la constitution française à l'article 89, la constitution italienne à l'article 139 et ainsi de suite. Il y a dans tous les pays cette idée que réviser la Constitution, cela se fait dans le cadre de la Constitution et plutôt pour élargir, améliorer, renforcer la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit, plutôt que de les réduire. Alors je dis plutôt que de les réduire, car il y a malheureusement un pays, pas très loin de chez vous, qui a donné un exemple que je considère personnellement comme mauvais, qui est la Hongrie, qui est le premier pays européen à avoir réduit par une révision constitutionnelle et une nouvelle constitution le rôle de la Cour constitutionnelle, parce que, pour des raisons d'opportunité, cela a été décidé. C'est le seul exemple et j'espère que cela restera le seul exemple. Mais en tout cas, il y a ces limites que l'on comprend très bien qui disent, en fait, il ne faut pas toucher à la démocratie et aux droits de l'homme, il faut au contraire essayer à chaque fois d'aller un peu plus loin dans ce sens. Alors, dernière question à ce sujet, est-ce que les cours constitutionnelles peuvent être amenées à dire si une révision constitutionnelle est conforme à la Constitution? C'est une question là aussi théorique extraordinairement difficile. Alors, nous avons des jurisprudences différentes, nuancées. La Cour allemande et la Cour italienne vont plutôt dans le sens de dire on ne peut pas porter atteinte au noyau dur, et spécialement en Allemagne à cause des souvenirs historiques que vous connaissez. Il y a en dehors de l'Europe des pays où le contrôle de la Cour constitutionnelle est important, je pense à l'Inde ou à l'Afrique du Sud, mais pour ce qui nous concerne, nous, Européens, il n'y a pas que la Cour constitutionnelle nationale, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs les uns et les autres. Si nous faisons une révision constitutionnelle susceptible d'être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, ça peut arriver en matière de liberté, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, avec les procédures qui sont les siennes, n'hésitera pas, le moment venu, à dire que la révision constitutionnelle, même adoptée par le peuple, est contraire au principe du procès équitable ou au principe d'égalité inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il n'y a aucun risque quasiment quand nous changeons les règles sur le fonctionnement du Parlement, mais il y a tout l'aspect des droits fondamentaux. Alors voilà simplement quelques observations qui n'ont pas d'autre prétention que de fournir matière à réflexion pour nos débats d'aujourd'hui, mais je voudrais, en terminant, faire simplement deux observations. Bon, la première, c'est de souligner la difficulté, de rappeler la difficulté des révisions constitutionnelles. Mais la deuxième, c'est de vous dire que
10 ans après votre dernière révision, celle de 2003, il est évidemment légitime de réfléchir à une nouvelle révision de la Constitution roumaine qui tienne compte en réalité de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez améliorer le fonctionnement de la Roumanie, le fonctionnement des institutions centrales, le fonctionnement des institutions locales? Et je sais qu'il y a un grand débat sur le problème des structures locales, de leurs compétences, de leurs pouvoirs, de leurs ressources. Tout ceci est parfaitement légitime et normal. Mais simplement, en tant qu'ami de la Roumanie, je souhaite que ce débat aboutisse à resserrer les liens entre les Roumaines et les Roumains et pas à créer une crise politique de plus. Cela n'apporterait aucun bénéfice probablement aux uns et aux autres, mais au contraire, cela serait à mettre dans une colonne plutôt négative. Alors, soyons optimistes et formons le vœu au début de cette journée que la future révision de la Constitution roumaine soit pour vous l'occasion de souligner à la fois votre ancrage dans l'Europe, la profondeur et l'intensité de votre réflexion démocratique, et que les amis de la Roumanie puissent, l'année prochaine ou dans 2 ans, citer cette révision comme le meilleur exemple d'une révision constitutionnelle en Europe. Merci.